Interview exclusive avec le professeur Herintsou Rafatch sur Alliance 92 au micro de Priska Rakotmalal ce 26 juillet à 9h et rediffusion à 18h30. Professeur Herintsou Rafatch, bonjour à vous. Bonjour Priska. Vous êtes expert en médecine traditionnelle, scientifique améliorée, mais à travers déjà les mots, on entend médecine, tradition, science. C'est clair que la pharmacologie a connu quand même une évolution. Mais quelle dimension donner à la médecine traditionnelle malgache, étant donné qu'il a la civilisation, la culture malgache bien dynamique, mais qui reflète aussi le lien intime de l'homme à la terre nourricière? En fait, je pense que la médecine traditionnelle de Madagascar est semblable à n'importe quelle médecine traditionnelle pratiquée dans le monde entier. Il est vrai que chaque pays a sa particularité et pour le cas de Madagascar, par exemple, la médecine traditionnelle se pratique dans la société même. C'est-à-dire que si dans la société il y a une personne qui se trouve donc en mauvais état corporel, c'est le vocabulaire utilisé dans le domaine de la médecine non conventionnelle, Oui. qui se traduit donc en médecine conventionnelle, la maladie. La population consulte donc ce qu'on appelle les zoukiouls, c'est-à-dire les personnes âgées, c'est-à-dire les personnes qui ont vécu longtemps sur cette terre et qui connaissent les pratiques pour remettre en état la personne dite malade. Et ceci en employant donc des ressources qui se trouvent aux alentours de son environnement, de sa maison, de son village, et aussi appliquant des méthodes très très simples de préparation telles qu'une application directe de la substance utilisée, soit sous forme de broyage, sous forme d'infusion, sous forme de décoction ou d'inhalation. Ce sont les pratiques très simples communément utilisées donc par ces zoukiouls. Et dans ce cas, les éléments utilisés pour cette soi-disant remise en état peuvent être d'origine minérale, animale, mais la plupart du temps connu en malgache, le tapakage ou le bois. Et au fil des années d'expérience de notre actif, nous avons constaté que la particularité peut-être de la médecine traditionnelle malgache, c'est que les substances fréquemment utilisées sont surtout des produits alimentaires et qui sont à la fois possédant donc des effets entre guillemets ou des propriétés qui sont capables donc de remédier le retour au bon état corporel. Voilà donc c'est une vision globale de la médecine traditionnelle malgache parce que en fait dans cette société malgache, cette méthode générale de prise en charge de ce mauvais état corporel, qu'on appelle communément la pratique médicale, est un privilège offert à ces personnes âgées qui prennent soin des membres de sa famille, de ses voisins et de même tout le monde du village. Dans la plupart du temps, cette pratique est partagée à tout le monde. Par contre, le secret est gardé dans le mode de préparation des produits utilisés par la remise en état, c'est ce qu'on appelle le remède seulement. Mais néanmoins, le secret est transmis d'une génération à l'autre, mais toujours au sein de la même famille. D'où cette notion de médecine traditionnelle. Et pour le cas de Madagascar, en particulier, c'est une tradition orale de bouche à oreille où le manque de beaucoup d'informations écrites dans ce domaine. Je crois que c'est la dimension de la médecine traditionnelle de Madagascar. La médecine traditionnelle, elle a toujours existé dans la culture malgache, comme vous l'avez spécifié, mais parfois on semble confondre remède de grand-mère, c'est assez péjoratif sans doute, médecine traditionnelle, et parfois même on va jusqu'à au mot, à l'esprit de sorcellerie. Personnellement, je connais pas cette notion de remède de grand-mère, mais dans la pratique de la médecine traditionnelle, comme je vous ai dit, c'est peut-être ça la confusion, c'est que on confie donc la santé de quelqu'un dans la famille, dans le village ou même aux alentours à une personne âgée, c'est-à-dire une vieille personne. Donc c'est peut-être ça la confusion, cette notion de faire confiance donc aux personnes âgées ou à la grande personne, les zoukiouls ou les oulobés, comme on dit dans les autres tribus de Madagascar. Et c'est peut-être ça, je ne dis pas que c'est une
confusion, mais tout simplement, c'est un rapprochement entre ces deux pratiques. Donc, finalement, si cette notion de grand-mère, donc, ça veut dire que c'est la personne âgée qui prend soin de ses descendants, c'est pareil comme ce qui se passe à Madagascar, où on confie donc toute notre santé aux personnes âgées. Mais est-ce que nous sommes arrivés à désacraliser quand même la médecine traditionnelle par rapport à la dimension, si l'on parle autorité spirituelle et sociologique, à la pratique traditionnelle, donc, étant donné que nous sommes très rattachés à la terre, c'est-à-dire aussi à tout ce qui touche à la terre. Vous avez parlé donc de plantes, de bois, de... Oui, la pratique médicale des mariages s'associe aussi donc aux êtres vivants ou même les êtres non vivants qui se trouvent autour de son environnement, autour de son domaine de vie. Donc, le fait de associer donc par exemple la lune, associer l'eau, associer la terre, associer les rochers, associer donc un végétal ou un animal, ça fait partie aussi de la pratique médicale appliquée donc par les personnes âgées lors de la prise en charge donc des personnes en mauvais état corporel. Donc moi je dirais que on dit que c'est un sacrilège, il y a beaucoup de mots qui sont autour, mais c'est tout simplement une pratique associative pour trouver donc tous les moyens spirituels, physiques, matériels, religieux ou quoi pas, pour arriver donc à cette fin de remédier donc l'état de mauvais état corporel. Alors aujourd'hui, on vit au rythme de la mondialisation et on parle aussi maintenant et un peu plus d'ailleurs de médecine traditionnelle, cette fois-ci améliorée. Qui veut dire quoi par rapport à la médecine conventionnelle? En fait, pour moi, la médecine traditionnelle améliorée, en fait, la forme actuelle de la médecine traditionnelle améliorée, c'est tout simplement une amélioration en termes de préparation de remèdes ou en termes de présentation. Par exemple, si, comme je disais tout à l'heure, on utilise donc le broyat de feuilles, par exemple, ou le broyat, le jus d'une feuille ou d'un fruit pour la prise en charge donc le mauvais état corporel d'une personne. Avec la médecine traditionnelle améliorée, on utilise un extrait, c'est-à-dire que on soustrait donc le jus avec des matériels, utilisant donc les technologies actuelles pour en prendre uniquement le jus, c'est-à-dire la valeur liquide dans la plante. Et ça fait déjà partie de la pratique médicale améliorée. Donc, ça c'est en termes de préparation. Mais il y a aussi en termes de présentation. Par exemple, si le goût de l'extrait de plante qu'on a pris est très amer, par exemple, on ajoute une substance acide pour amoindrir un petit peu, ou une substance sucrée pour amoindrir un petit peu le goût de l'extrait. Donc ça, c'est la médecine traditionnelle améliorée. Ça, c'est, je dirais, la première forme d'amélioration. Mais actuellement, avec la technologie et l'exigence d'avoir donc des preuves scientifiques, à ce moment-là, la médecine traditionnelle améliorée est obligée d'apporter des preuves d'efficacité et d'innocuité. Efficacité, ça veut dire que l'extrait de plante, par exemple, qu'on a pris chez un végétal est vraiment efficace contre un mauvais état corporel ou contre une maladie. Innocuité, c'est-à-dire qu'il ne provoque pas donc un autre état de mauvaise santé à la personne traitée. Donc il faut démontrer ces deux aspects et les ceci en utilisant toujours un extrait de plante. Quand on parle d'extrait de plante, je prends ici l'exemple de plante parce que je suis plutôt spécialiste en plantes médicinales. L'extrait de plante, c'est une association de plusieurs molécules
Oui. et qui diffère donc de ce qui se passe dans la médecine conventionnelle, où on essaie de trouver tout simplement une molécule, ou deux, ou trois, à la limite, trois molécules associées pour traiter une pathologie ou une maladie chez l'homme. Donc, ça aussi, c'est la deuxième partie, si vous voulez, de la forme d'amélioration de la médecine traditionnelle, c'est-à-dire qu'on apporte une efficacité, une valeur, une preuve plutôt d'efficacité et d'unicité. Et dans la troisième partie de la forme d'amélioration de la médecine traditionnelle, c'est cette tendance à aller vers la réduction du nombre de molécules qui est fourni aux patients. Je veux dire que, par exemple, si on fait une extraction brute, par exemple, quand on presse simplement les feuilles, il y aura plusieurs molécules, des dizaines, des centaines, des milliers de molécules là-dedans, dont la majorité n'était pas vraiment nécessaire. Donc, on essaie un petit peu d'enlever tout ça, par exemple, le chlorophylle. On sait que le chlorophylle ne présente pas beaucoup d'effets thérapeutiques, donc on enlève le chlorophylle, et ça, c'est déjà une forme d'amélioration dans cette pratique de la médecine traditionnelle. Professeur, on sait également aussi que le gouvernement malgache essaie de donner place à la médecine traditionnelle à travers donc l'acceptation de nos richesses, les plantes médicinales. Ainsi, des centres se créent. Comment voyez-vous les choses? Votre regard sur cet engouement de l'État malgache? Moi, je pense que, mon avis personnel, en tant que chercheur dans ce domaine, je trouve ça, je prends ça de bon côté. Dans le sens que, je dirais que c'est peut-être la première fois, je ne connais pas vraiment l'histoire dans ce domaine, mais je pense que c'est la première fois que le gouvernement attribue une valeur à la ressource locale. La ressource locale que je voudrais évoquer ici, c'est pas uniquement les matières végétales, mais aussi les personnes ressources travaillent dans ce domaine-là. Parce que actuellement, on donne valeur aux scientifiques, on donne valeur aux chercheurs qui ont pris beaucoup de temps pour faire donc de la recherche, des études dans ce domaine-là. Et quand il y a un fruit de recherche qui est à la disposition du gouvernement, à ce moment-là, le gouvernement n'a pas hésité à mettre en place, à mettre à la disposition de tout le public. Donc, dans ce sens-là, je dis bravo au gouvernement, c'est bien, parce que au moins, nous, les fruits de notre travail ont été valorisés. Donc, dans ce sens-là, moi je dirais, je ne peux qu'encourager donc le gouvernement d'aller encore épuiser les autres ressources, parce que ça fait presque deux dizaines d'années que nous avons déjà lancé un appel en termes d'exploiter les ressources végétales qui existent à Madagascar, justement pour faire face donc à la vie quotidienne. Quand je parle de la vie quotidienne, en termes d'alimentation, en termes de thérapie, en termes d'appui à la vie au quotidien. Donc, moi, je suis vraiment très content de la prise de décision du gouvernement malgache. Actuellement, vous dites que c'est un engouement, c'est peut-être à cause de la situation actuelle. Donc, c'est simplement une manifestation explosive, si vous voulez, de cette volonté pour mettre en valeur donc des investigations et surtout la vulgarisation de ces matières d'origine végétale. Oui, alors je rebondis sur les matières végétales, mais l'on sait aussi, si on se réfère un peu aux données ethnobotaniques de notre pays, on parle de plantes, on recense quand même des merveilles, puisqu'on a des plantes médicinales qu'on classe économiques ou potentielles, des plantes aromatiques également, très reconnues, d'ailleurs même autant au pays qu'à l'extérieur, si on fait référence, on fait clin d'œil aux huiles essentielles. Mais sur les près de 6000 plantes répertoriées sur tout le territoire, c'est presque la moitié quand même qui ont des vertus médicinales. Cependant, la question qui se pose, c'est que est-ce que la prise de médicaments de la médecine traditionnelle améliorée, pourquoi elle est quelque peu quand même hésitante au niveau donc des citoyens? Oui, parce
que c'est vrai ce que vous dites, même au niveau local, il y a cette grande hésitation, tout simplement parce que, à la différence de la médecine conventionnelle, c'est-à-dire que pour la médecine conventionnelle, on connaît la pratique. Tout le monde, ça veut dire que le monde entier connaît une pratique. Par exemple, si on a mal à la tête, on dirige paracétamol. Ça, c'est connu dans tout le monde entier. Par contre, la médecine non conventionnelle, y compris donc la médecine traditionnelle, c'est une médecine, c'est une pratique localisée. Cette localisation, ça pourrait être au sein de la famille, au sein d'un village, au sein d'une commune, au sein d'un district, au sein d'une province, au sein simplement d'un pays. Donc, c'est pas vraiment connu par tout le monde. Donc, avant de s'intégrer profondément dans cette pratique, donc c'est tout à fait logique qu'il y a beaucoup d'hésitation parce que on ne connaît pas encore cette pratique, on ne connaît pas encore cette attitude localisée qui n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, où aucune information n'a été divulguée, aucune information n'a été écrite, la tradition a été vraiment gardée secrète pour la famille, pour le pays, etc., etc. Donc, il est très difficile d'y accéder. Et en plus, ceux qui gardent le secret gardent vraiment très jalousement cette richesse. Donc, même si on partage un petit bout, tout simplement, d'informations. Donc, tous ces aspects flous entraînent donc une hésitation pour les autres. Ceux qui la pratiquent, ils n'hésitent pas parce qu'ils connaissent à fond la situation. Mais pour ceux qui se trouvent en face, qui regardent de l'extérieur, qui ne savent rien du tout, c'est tout à fait normal qu'ils soient hésitants. Dites-moi, professeur Herzou Rafat, est-ce que le surdosage ou l'automédication se produit en médecine traditionnelle améliorée? Ah oui, parce que la notion d'amélioration, nous avons déjà parlé tout à l'heure en termes de préparation, en termes de préparation, en termes de etc. Moi, je pense que pour moi, donc, c'est des phénomènes très courants, très fréquents, étant donné que c'est une pratique de soi-même. Voilà, c'est chez nous, par exemple, dans notre famille, on pratique ça. Donc, ça c'est à nous. C'est ça ce qu'on appelle l'automédication. Donc, le terme dit lui-même, en termes d'automédication. Mais en termes de dosage aussi, au départ, on tâtonne d'abord. Et par exemple, dans la pratique médicale de Madagascar, on dit le cypravine, c'est-à-dire cette feuille. Donc ça c'est pratique, même si c'est toute une petite feuille ou une grande feuille, on trouve toujours le même chiffre. Donc à ce moment-là, entre petite feuille et grande feuille, il y a une grande différence de dosage. Mais après, à chaque application d'un premier dosage ou d'une dose, par exemple, on pratique cette feuille. Après, si on voit que c'est pas suffisant, on ajoute. Si c'est trop, on réduit. Donc ça s'appelle une auto-médication. Et au moment où on se trompe donc de dose, on risque de tomber sur le sous-dosage ou le surdosage. Donc, effectivement, dans la médecine traditionnelle, même si c'est amélioré, ce phénomène de surdosage et de médication, ça apparaît surtout en amont, à partir du moment où il y a donc des preuves scientifiques qui ont été apportées. À ce moment-là, la situation est corrigée et rectifiée. Donc, en aval, il n'y a plus de problèmes de surdosage ou de médication, mais ces phénomènes apparaissent surtout au début de la situation de la médecine, pratique de la médecine traditionnelle améliorée. Alors, Madagascar aussi est touché par le coronavirus, le Covid-19. De par notre TAMBAV, le CVO, comment le comprendre, ce TAMBAV? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, on comprend ce TAMBAV si on est pratiquant
de la médecine traditionnelle d'abord. Ça c'est un. Mais effectivement, il n'y a pas que les pratiquants de la médecine traditionnelle qui se trouvent ici à Madagascar ni dans le monde entier. Donc c'est un peu difficile pour ceux qui sont à l'extérieur du sphère de comprendre. Il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup d'hésitation. Mais pour mon avis personnel, que je partage donc à tout le monde, je voudrais simplement dire que la validation de la médecine traditionnelle part toujours par le fait qu'une plante est ou soit utilisée par les humains pendant au moins des dizaines d'années. Et si on regarde donc les plantes utilisées dans la préparation de CVO, il y a d'abord l'artémisia qui a été déjà utilisée par la médecine traditionnelle chinoise pendant 24 siècles maintenant. Donc ça a été déjà utilisé pendant longtemps. Les autres plantes incorporées donc dans la préparation des CVO sont des plantes qui ont été déjà utilisées, pratiquées donc par l'Institut Gaston appliqué, qui est le producteur donc de CVO pendant 3 décennies. Bon, c'est vrai que actuellement on ne connaît pas encore quelles sont ces deux plantes, mais on peut dire tout simplement que ça vient de la médecine traditionnelle de Madagascar. Donc la compréhension pour accepter donc CVO vient du fait que ce médicament a été déjà utilisé par des humains malgaches et aussi d'autres personnes de l'étranger qui pratiquent donc la médecine traditionnelle. Évidemment, étant donné que c'est un nouveau médicament, c'est une nouvelle préparation, c'est tout à fait normal qu'il y a beaucoup d'hésitation. Mais pour apporter un peu plus de, si je voulais, d'explications pour mettre en confiance donc le public, c'est que avant de mettre en place CVO, avant de mettre à la disposition du public plutôt les CVO, il y avait beaucoup de recherches documentaires. Cette étape de recherche documentaire est une étape cruciale et même primordiale pour le développement de n'importe quelle substance médicamenteuse, que ce soit d'origine de la médecine traditionnelle, que ce soit d'origine de la médecine conventionnelle. Et actuellement, il y a beaucoup d'articles scientifiques, c'est-à-dire avec des preuves tangibles apportées par des chercheurs qui indiquent que les préparations végétales contenues donc dans la préparation de ces bio, il y avait beaucoup de preuves scientifiques indiquant donc l'efficacité et surtout l'innocuité de l'utilisation de ces matières végétales. Donc si vous me posez la question comment comprendre ces VO, moi je dirais tout simplement que la médecine traditionnelle ou la médecine conventionnelle ont fait confiance à la nature. Maintenant, vous savez, tout le monde se tourne, revient même à la ressource naturelle. Voilà, à la ressource naturelle. Donc, il faut comprendre le CVO dans cet angle de vue. Ce qui veut dire aussi que la mondialisation a permis aussi la circulation d'informations entre scientifiques. Tout à fait. Et donc le champ reste toujours en mouvement. Mais le temps passe très vite. Le temps passe très vite, professeur. Mais dites-moi, de nos matières végétales du nord au sud comme de l'est à l'ouest, bien de chercheurs internationaux nous envient par rapport donc à cette grande richesse. Mais est-ce que nous, Malgaches, avons-nous tous les moyens adéquats pour exploiter nos richesses et surtout préserver ces richesses-là? À vrai dire, il y a plusieurs angles pour voir les choses en face et répondre à cette question. Je vais voir simplement deux angles. Si on parle d'une exploitation traditionnelle, c'est-à-dire avec des moyens, avec des unités artisanales, moi je pense qu'il n'y a pas de souci. On a les moyens, plus que suffisant même en termes de moyens intellectuels, c'est-à-dire de cerveau, pour faire fonctionner les cerveaux, physiques, c'est-à-dire en termes de main-d'œuvre, et financier, parce que, à mon avis, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Donc, de ce côté-là, je pense que oui,
on peut avoir les moyens adéquats. Par contre, si on voudrait suivre à la lettre la pratique de la médecine vraiment ou profondément conventionnelle, je pense que là, on est carrément très loin du compte, surtout du côté matériel et économique. Je pense que dans quelque part, on nécessite encore beaucoup de besoins. Et je ne sais pas si l'économie ou la finance malgache pourrait suivre cet immense besoin en termes de matériel et du point de vue économique pour faire face à l'exploitation de nos richesses. Mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs angles sur l'emploi. Et moi, je dirais plutôt qu'il serait mieux d'exploiter d'abord la partie traditionnelle en ce qui concerne la médecine conventionnelle. Plus tard, il y aura peut-être des conventions multinationales ou internationales pour supporter donc ce projet dans la médecine conventionnelle profonde. Interview exclusive avec le professeur Herintsou Rafatch sur Alliance 92 au micro de Prisca Rakoutou Malal ce 26 juillet, rediffusion à 18h30.